Bonsoir à tous, bonsoir aux membres et à nos chers partenaires. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Caroline Dio. Bonsoir Virginie. Bonsoir Caroline. Donc Caroline, vous êtes avocate associée chez Fidal et vous allez nous parler aujourd'hui de la responsabilité pénale du directeur sécurité. Quelle prévention des risques pénaux et éthiques donc pour les directeurs sécurité, sûreté. Un thème quand même relativement important, on l'a vu au travers de l'actualité et on va en parler un petit peu plus tard. Mais avant d'en venir à cette actualité, est-ce que vous pourriez nous parler du contexte et de pourquoi nous parlons souvent de la responsabilité pénale des dirigeants et parfois nous occultons peut-être, ou du moins nous parlons un petit peu moins de la responsabilité pénale des directeurs sécurité, sûreté. Pourtant, elle existe bien. Oui, tout à fait, Virginie, effectivement. Ce qu'il faut bien comprendre en matière de responsabilité pénale, et la première chose, c'est que s'agissant de la matière pénale, qui est vraiment l'atteinte à l'intérêt public en général, eh bien, chacun est responsable de son propre fait. Le dirigeant est responsable de son propre fait, l'entreprise va être responsable de son propre fait, et le premier pan de responsabilité du directeur sécurité, ça va être pour ce qu'il fait à titre personnel. On l'a vu dans des affaires, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure, que ce s'agisse d'affaires Renault, LVMH, etc. Alors le directeur sécurité, il peut être du coup responsable pénalement par deux biais. Effectivement, parce qu'il a commis dans le cadre de ses fonctions une infraction pénale en son propre nom, et puis aussi parfois parce qu'il a reçu une délégation de pouvoir justement du chef d'entreprise. Et par l'intermédiaire de cette délégation de pouvoir, il est lui le réceptacle de cette responsabilité et va engager à travers son comportement sa responsabilité propre, personnelle, mais aussi la responsabilité pénale de l'entreprise différemment et de manière cumulative. Donc c'est vrai qu'on est sur une matière assez particulière dans laquelle il est engagé à titre personnel et dans laquelle il peut être amené aussi à engager l'entreprise à travers son activité. Alors effectivement, et on va le voir tout à l'heure, quels sont les différents risques à ce sujet. Mais donc vous parliez de deux possibilités. Lorsqu'il y a une délégation, le directeur sécurité-sûreté le sait systématiquement, c'est dans son contrat, c'est formalisé? Alors c'est là où la jurisprudence n'est pas forcément toujours claire, mais généralement il doit le savoir. Le grand principe de la responsabilité pénale, d'abord, il y a trois éléments. Il faut une interdiction qui existe, un texte pénal. Alors ça va mieux en le disant, mais c'est important. Il faut une action ou une omission du directeur sécurité. Et puis il va falloir aussi qualifier l'intention de cette personne. Et en matière de responsabilité pénale, effectivement, même les entreprises, elles sont responsables de toutes les infractions, qu'il s'agisse d'atteinte à un système de traitement de données, de pollution, d'un homicide involontaire, de blessure involontaire, dans le cas de travaux par exemple. Et pour faire ça, le juge, pour qualifier la responsabilité pénale ne serait-ce que de l'entreprise, le juge va devoir trouver quelle est la personne identifiée dans l'entreprise qui engageait la responsabilité pénale de l'entreprise. Et pour ça, de plus en plus, les juges s'appuient effectivement sur la délégation de pouvoir dont vous parliez. Alors, il n'y a pas d'obligation de la jurisprudence, comme je vous le disais au début, d'avoir quelque chose d'écrit, de formalisé. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, la tendance quand même, c'est que dans cette société de plus en plus, avec une pénalisation de la vie un peu croissante, des organisations complexes, eh bien, les juges ont finalement une tendance à considérer que si on n'a pas de délégation de pouvoir écrite, c'est un peu que l'entreprise est mal organisée et que du coup, la responsabilité va porter sur l'entreprise et sur le dirigeant. Alors après, cette délégation, comment elle doit être construite? Donc c'est mieux de l'avoir effectivement écrite pour un directeur sécurité, mais ça peut repartir aussi simplement de sa fiche fonction, son contrat de travail. Ça va dépendre un peu de tout ce qui est formalisé. En revanche, on ne peut pas avoir une délégation de pouvoir si effectivement on n'est pas au courant en soi qu'on va être le réceptacle de cette responsabilité. Et puis il y a des conditions justement pour cette délégation de pouvoir. Elle existe parce qu'à partir du moment où on va représenter la société et prendre surtout un risque à titre personnel, surtout sur des conséquences pénales, il faut quand même qu'on ait des gens de qualité et qui sachent quelles sont leurs responsabilités. Alors pour ça, il y a trois conditions. D'abord, on doit déléguer la responsabilité
à quelqu'un qui a les compétences. Ça, c'est plutôt, en général, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les directeurs sécurité, mais il faut, ça ne peut pas être simplement un jeune stagiaire ou un tout jeune directeur sécurité qui n'a, dans une grande entreprise ou dans un établissement, aucune expérience de cette activité. Donc la jurisprudence demande à ce qu'on ait quelqu'un qui ait déjà des compétences. Ensuite, il faut qu'avec cette délégation de pouvoir, la personne qui va recevoir la délégation de pouvoir, cette personne ait de l'autorité sur son champ de responsabilité. Ça suppose pour un directeur sécurité, du coup, qu'il ait, par exemple, des équipes sur lesquelles il va pouvoir donner des ordres, et si ces ordres ne sont pas respectés, le pouvoir de sanction, par exemple. Il a vraiment cette capacité de choix. À partir du moment où le chef d'entreprise lui a délégué une responsabilité, le chef d'entreprise ne peut plus agir. Sinon, on ne saurait plus quand est-ce qu'on doit faire des choses et quand est-ce qu'on n'a pas à les faire. Donc cette autorité du directeur sécurité, c'est un outil de management aussi justement pour le directeur sécurité, c'est lui permettre de valoriser ses compétences quand on lui donne une délégation de pouvoir, mais aussi lui donner cette autorité dans le cadre de ses fonctions. Et le troisième élément le plus important à mon sens, c'est celui des moyens. C'est-à-dire que pour bien prévenir le risque pénal, le directeur sécurité doit justement pouvoir avoir cette possibilité d'agir et de protéger et d'agir, limiter le risque à travers des moyens qui vont être matériels, humains, techniques. En tout cas, celui qui n'aurait pas les moyens de mener à bien sa mission, avec les outils qui lui sont donnés par son chef d'entreprise, eh bien, pourrait tout à fait être amené à contester sa délégation de pouvoir et à dire « je ne suis plus dans mon rôle, je n'ai pas les moyens de réaliser ma mission à bien, je ne peux pas être responsable pénalement, cette délégation de pouvoir n'est pas valable ». Donc, ces conditions sont vraiment importantes et on voit dans les dossiers qu'effectivement, les juges regardent de manière très concrète. Parfois, dans une instruction, ils vont demander les bulletins de salaire, les éléments dans la convention collective, les fiches fonctions et poser des questions à des témoins autour pour savoir si cette personne avait des moyens, la technicité, etc. Donc, au regard de ces conditions, c'est vrai que c'est important, et c'est un conseil qu'on donne toujours au directeur sécurité, d'avoir une délégation de pouvoir bien formalisée. On sait dans quel domaine on peut agir, on sait dans quel domaine on n'a pas à agir, et c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et puis, on s'assure d'avoir les moyens, encore une fois, matériels, techniques ou humains, de mener à bien sa mission, à défaut de quoi on pourrait être capable de contester cette délégation de pouvoir. Alors, on va sûrement revenir sur ces différents points, effectivement, et ces différentes conditions un petit peu plus tard, parce que c'est quand même un point très, très important et je pense qui intéresse beaucoup donc aujourd'hui nos différents participants. Avant ceci, vous l'avez évoqué, on a quand même quelques exemples, Renault, LVMH. Alors, si on prend l'affaire LVMH, qui est assez récente quand même, puisqu'elle date du mois de novembre dernier, où on voit que Laurent Marcadier a été mis en examen. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette histoire et dire comment finalement il a été engagé pénalement et après détailler les risques? Alors, pas commenter une affaire qui est en cours et on verra, il est présumé innocent pour l'instant. Il y a une particularité dans cette affaire, c'est que l'entreprise, justement, elle a reconnu sa responsabilité, alors pas pénale, mais quand même les fautes. De quoi on parle, et il n'y a pas que lui d'ailleurs qui est concerné, on parle en fait de personnalités chargées de la sécurité et de la sûreté qui effectivement ont eu des fonctions passées de magistrats, d'anciens de la police et qui, dans le cadre de leurs fonctions, dans un travail soit de veille, soit d'adaptation pour travailler sur la sûreté et éviter de trop grandes difficultés. On a toujours ce cas, on doit faire attention aux terroristes, on doit faire attention aux activistes. EDF a eu la même chose il y a quelques années avec Greenpeace. Eh bien, on reproche à ces personnes d'avoir probablement profité de leur réseau et de leurs anciennes fonctions pour obtenir vraisemblablement des informations qu'ils n'avaient pas à obtenir. Et c'est ce qu'on retrouve en ce moment le plus souvent, je trouve, cette espèce de frontière et cette difficulté pour des gens qui ont été dans d'autres fonctions, parfois de ne pas bien voir la limite ou ne pas en être certain et peut-être d'utiliser ce qu'on appelle un réseau, parce que quand on est dans le monde de la sûreté, on a besoin de ce réseau qualitatif, on a besoin d'un écosystème de qualité.
Donc il y a des gens sur lesquels on compte. Mais il faut bien avoir en tête toujours que quand on est sorti de certaines fonctions, ou certains agents publics à qui on va demander des choses, eh bien il y a des choses justement on ne peut pas leur demander puisque ça pourrait être considéré comme de la corruption au pire, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt ce qu'on appelle du trafic d'influence, c'est-à-dire qu'on reproche à quelqu'un d'avoir usé, de manière réelle ou supposée, peu importe, mais d'une influence sur une décision favorable d'un agent public. Ça, c'est quelque chose qui expose beaucoup. On voit aussi dans l'affaire LVMH notamment cette difficulté liée justement à cette travail de veille sur des sources ouvertes, mais il est reproché aussi à certains directeurs sécurité de plus en plus parfois d'aller trop loin et finalement un exercice, on leur reproche l'exercice illégal de la profession d'agent privé. On sait que la profession d'agent privé a été beaucoup plus encadrée à juste titre et ce qui protège les acteurs de cette profession. Cela étant, effectivement, on a pu reprocher à certains directeurs sécurité eh bien, d'outrepasser leur rôle d'acteur d'une société privée pour préférer celui d'agent privé qui est là et parfaitement réglementé. Donc c'est un peu là-dessus, dans le cadre de, je dirais, le directeur sécurité un peu enquêteur, entre guillemets, ou grand protecteur, qu'on a pu avoir quelques difficultés, ou de veille, ou avec son travail de veille, qu'on peut avoir des difficultés sur des sujets éthiques. Il y a eu d'autres cas. Vous parliez de Renault tout à l'heure. On parlait de Renault, effectivement. Alors l'affaire Renault, vous vous souvenez de cette affaire d'espionnage industriel. Effectivement, on s'est rendu compte bien plus tard que là, en réalité, c'est l'entreprise qui avait été victime d'un directeur sécurité qui n'avait pas respecté des process. Et en fait, il y avait des détournements de fonds et qui, pour justifier des détournements, a finalement laissé penser qu'il y avait une histoire d'espionnage industriel avec le drame qu'on a connu pour les jeunes, les salariés qui avaient été à l'époque d'abord mis au banc au journal de 20 heures et puis ensuite mis au banc de l'entreprise. L'affaire EDF, elle était intéressante aussi, justement. Vous vous souvenez, à l'époque, on s'interrogeait beaucoup sur le rôle de Greenpeace et de certains activistes. Et effectivement, certains directeurs sécurité de l'époque n'ont pas respecté les process internes qui étaient prévus pour l'achat de prestations et seraient allés trop loin. Et on s'est retrouvé avec des atteintes au système d'information de Greenpeace, du piratage informatique de Greenpeace. Alors, probablement voulait-il bien faire pour avoir des informations pertinentes. Cela étant, là, ils ont franchi une ligne jaune qui n'était pas acceptable au regard de la loi telle qu'elle existait à l'époque. Et on s'est retrouvé dans une situation où le manquement à ces process, finalement, a engagé leur responsabilité pénale avec une particularité, c'est que là, l'entreprise a dit aussi, moi j'avais des process, ils n'ont pas été respectés, des infractions ont été commises et l'entreprise s'est positionnée en qualité de victime. Les directeurs sécurité se sont retrouvés effectivement un peu seuls. En difficulté, on va dire. Voilà. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, puisque finalement, au travers de ces trois exemples qui sont un petit peu différents, ce que je retiens, c'est que vous dites probablement voulait-il bien faire. Ce qui signifie que parfois, on voit bien qu'un directeur sécurité-sûreté peut être mis en difficulté alors qu'il semblait être de bonne foi. Tout à fait. Alors, du coup, quels sont les risques pour ces directeurs sécurité-sûreté dans leur quotidien ? C'est là où il va falloir vraiment essayer d'agir avec bon sens. Je pense à un autre exemple récent où on était dans cette même balance, qui est celui de l'affaire Lafarge aussi, qui intéresse beaucoup. Vous avez quelqu'un qui va être, après le drame de Karachi qu'on a vécu quand on a des expatriés à l'international, a voulu sécuriser les transferts des collaborateurs à l'international entre leur hébergement et l'usine. Et pour ça, qui a eu recours à des prestataires. On nous dit aujourd'hui que ces prestataires étaient en réalité liés à l'État islamique et donc on reproche à l'entreprise, mais aussi au directeur sécurité, et là ils sont tous dans la même stratégie et ont des intérêts qui sont proches, on leur reproche le financement du terrorisme. Et le directeur sûreté aujourd'hui, c'est ce que j'en lis dans la presse, explique qu'effectivement, lui, son rôle, dans ses fonctions, il devait assurer l'hygiène et la sécurité de ses collaborateurs. Et que, il était obligé de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité physique. Bien sûr. Par ailleurs, on explique aujourd'hui qu'il aurait été, entre guillemets, il aurait eu l'aval de services de renseignement. Eh bien, là, on est typiquement dans le genre de situation qui, pour moi,
sont très délicates. On veut bien faire, et effectivement, l'hygiène et la sécurité, c'est fondamental. On se dit qu'on a probablement l'aval de services qui ont intérêt à ce qu'on continue à faire tourner l'usine, sauf que on n'a pas suffisamment vérifié l'intégrité de ces partenaires qu'on avait sélectionnés, et on se retrouve avec des gens proches des terroristes, et donc eh bien, à avoir un reproche de financement de terrorisme. Donc là, je ne pense pas qu'il ait vu ça à ce moment-là, mais ça veut dire qu'en pratique, il va falloir être capable d'anticiper les choses et de se dire quelle est il n'y a jamais rien de supérieur, à mon sens, à la loi. Il ne faut pas se sentir protégé par l'aval de telle ou telle hiérarchie, de telle ou telle autorité, sauf à formaliser les choses. Et dans par ce cas-là, écrit, un écrit suffit, par exemple, voilà. Pourquoi pas. En Une matière pénale, tout est go. possible. La preuve est libre. Donc on pourrait imaginer... Même par email. Exactement. On pourrait imaginer un email, un écrit. Toujours, je parle de parallélisme des formes, mais formaliser les choses quand on a un doute. Prendre la décision à plusieurs, ne pas rester seul quand on a un doute, ne pas hésiter à en parler à sa hiérarchie, son N+1, N+2. S'il le faut, quand il y a des comités éthiques, un comité éthique ou un... Pourquoi pas. S'il le faut, les dirigeants. Parce que le directeur sécurité, lui, ou sûreté, il est le réceptacle d'informations extrêmement confidentielles. Il est au contact aussi de la direction générale et d'éléments stratégiques très importants. C'est à la fois ce qui fait sa force, mais c'est à la fois aussi ce qui l'expose et ce qui fait que ça expose les dirigeants. Donc comment anticiper ça ? Il faut, avec ce que je disais au départ, avoir une délégation de pouvoir. On agit effectivement dans son scope et pas au-delà de son scope. Et puis il faut avoir une bonne cartographie en réalité des risques pénaux et de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Alors après, cartographier les risques pénaux, si vous commencez à ouvrir les codes, comme j'en ai dans mon bureau, vous allez avoir un code pénal, un code de l'environnement, un code du travail. Finalement, c'est presque une indigestion de codes. Je pense que pour le directeur sécurité et sûreté, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est d'essayer de les cartographier avec un pestel, une espèce de technique finalement qu'on adapte très facilement souvent dans des audits de sûreté, et de se dire, bon, en termes de politique, qu'est-ce que je peux faire, ne pas faire ? On sait qu'on ne peut pas faire de corruption, de financement du terrorisme. Donc, voilà, on sait qu'on va avoir ces premières infractions. En termes d'économie, économique, il y en a peut-être un petit peu moins. En termes de droit social, je dois assurer l'intégrité physique des collaborateurs. Je dois m'assurer que tel ou tel produit chimique, par exemple, ne va pas être correctement entreposé et ne va pas blesser des collaborateurs. Je dois, pour certains, ils sont parfois en charge de la maintenance, de travaux. Je dois, quand j'ai une entreprise extérieure qui vient, avoir un plan de prévention, vérifier que ces prestataires ne vont pas mettre mes salariés en danger. Sur l'environnement, je dois faire attention à la gestion des déchets, à tout ce qui va être pollution. Voilà. Et puis sur le légal, si j'ai le volet cyber, par exemple, dans ma besace, parce que c'est aussi des possibilités de plus en plus. Certains sont en même temps DPO, certains sont aussi référents éthiques et reçoivent les alertes de lanceurs d'alerte. Eh bien, tout ça, je dois m'adapter aussi et vérifier un petit peu quels sont les risques pénaux. Mais ça, une fois qu'on a ces risques, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que sinon, c'est pas drôle. Il ne s'agit pas de faire une liste à l'après-vert. En revanche, on va regarder, une fois qu'on a bien identifié ça, mais comme on fait dans les audits de sûreté, eh bien, quels sont les dispositifs de maîtrise des risques qui existent déjà ? Et puis, est-ce qu'ils sont suffisants ? Est-ce qu'ils sont efficaces ? Est-ce que les gens les connaissent aussi ? Parce que parfois, on a des process, mais est-ce que les gens les appliquent, en ont une bonne connaissance ? Et à partir de là, hiérarchiser ses priorités et puis se faire un plan d'action qui va passer derrière par des outils qui sont un peu toujours les mêmes sur la prévention des risques pénaux. Mais je vais me dire, souvent, il va falloir que je travaille une bonne gouvernance. Donc, si j'ai plusieurs établissements, que les délégations de pouvoir soient bien en fonction des établissements. Voilà, je vais pouvoir organiser comme ça les différentes strates entre les différents interlocuteurs. Peut-être que moi, je serai directeur sûreté pour toute la France, mais dans chaque établissement, j'aurai un correspondant qui, lui, sera responsable de telle et telle chose parce que j'aurai une délégation, mais je lui aurai aussi subdélégué une partie de mes pouvoirs. Donc, j'organise ma gouvernance. Et excusez-moi, mais cette subdélégation, on reste quand même responsable, c'est-à-dire hiérarchiquement. Alors, si sur la partie que j'ai subdéléguée,
c'est mon délégataire qui va être responsable. Donc il va falloir du coup aussi, lui, qu'il prenne cette mesure. Alors c'est là aussi où la délégation de pouvoir, ça ne se fait pas comme ça. Quand on prend le temps, une fois qu'on a identifié les bonnes personnes, je pense que la bonne méthode et les bons retours qu'on a aussi, c'est, OK, puisque c'est quelqu'un à qui on va transférer la responsabilité pénale aussi, faut l'accompagner. Donc ça se fait au cours... Enfin, on va formaliser, je trouve que c'est la meilleure, même si ce n'était pas une obligation de formaliser cette délégation de pouvoir. On va la faire signer au moment d'un rendez-vous, lui expliquer qu'effectivement, on lui transfère notre responsabilité pénale, mais que c'est à travers lui que l'entreprise va être engagée. Donc en gros, on lui confie un peu les... On se dédouane un peu. On se dédouane, mais on lui confie surtout les clés de la voiture, parce que si lui se trompe, l'entreprise va être condamnée. Donc on leur fait porter aussi une responsabilité et on peut les valoriser. Et puis on les forme. On va les accompagner aussi pour qu'ils aient bien conscience justement de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il ne faut pas hésiter à leur dire aussi, mais même en général pour tous les collaborateurs, de faire jouer leur droit d'alerte. D'abord, on a, sur les questions d'hygiène et de sécurité, un droit d'alerte et même un droit de retrait quand l'intégrité physique d'un collaborateur en dépend. Et puis de plus en plus aussi, on a aujourd'hui des systèmes de protection du lanceur d'alerte. Et donc, alors, moi, je n'étais pas très favorable au début. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette américanisation de notre droit? Est-ce que vraiment on doit dénoncer? Ce qu'on voit en pratique, finalement, c'est que c'est plutôt bien utilisé par les collaborateurs et que pour les gens de la sûreté et de la sécurité, c'est un nouvel indicateur pour voir où se trouvent les problèmes. Et donc, si on a bien accompagné les collaborateurs, on leur a montré l'intérêt de ça, ils ont un canal sécurisé avec parfois le directeur sûreté-sécurité pour expliquer des choses, un risque pénal qui peut arriver. Et finalement, comme on doit le traiter en plus de manière confidentielle, la problématique, elle est traitée dès le départ. Et en réalité, c'est un peu comme tout. Plus on est intervenu en amont et en anticipation, moins l'impact va être considérable. Donc, former les gens, leur dire de ne pas hésiter, grâce à un management de proximité ou à ces droits d'alerte, à alerter justement, y compris le directeur sûreté. C'est un bon outil parce que souvent, on se retrouve avec des gens qui font des bêtises, mais qu'on aurait pu anticiper beaucoup plus. Alors effectivement, vous avez parlé anticipation, prévention, maîtrise des risques. Alors ça, nos directeurs sécurité, sûreté connaissent bien. Vous avez parlé délégation. Il y a quand même un point sur lequel j'aimerais que vous reveniez. Quand vous avez parlé du tout premier cas avec LVMH, vous avez parlé aussi réseau. Oui. C'est un point quand même qui me paraît très très sensible parce que vous l'avez dit à juste titre. On le sait, beaucoup de directeurs sécurité-sûreté ont un background, une première vie qui où ils étaient. Voilà. Donc, quels conseils vous leur donneriez pour qu'ils puissent prévenir ceci et finalement ne pas tomber dans ce piège quelque part qui les conduirait vers... Il faut savoir ce qu'on attend de ses partenaires et puis ne pas franchir la limite. Il y a quelques infractions. Alors, ces histoires de réseau, on le voit beaucoup, par exemple, dans la sécurité privée, où on sait, ou dans le choix de prestataires aussi, où on va prendre telle ou telle société. Alors, si on est sur du marché privé, pas de problème. Si on est sur du marché public, on ne peut pas favoriser. On a des règles qui sont applicables. Ce réseau, il est fondamental. Moi, je suis la première à trouver et à travailler avec des prestataires, un écosystème de qualité, des gens avec qui j'ai cette confiance. Mais je fais toujours attention de ne pas leur demander quelque chose en rapport direct avec leur fonction. J'ai quelques amis policiers ou dans des ministères. Jamais je ne leur demanderai une information sur un dossier en particulier que je suis, ou une information confidentielle qu'ils ne pourraient pas me révéler parce que je sais que je les mettrais en difficulté. Donc, je ne vais jamais demander à ce que tel ou tel sujet soit poussé parce que moi, ça m'intéresse. Donc, il faut utiliser le réseau de manière sensée et vraiment avoir toujours en tête, en gros, les infractions de corruption et de trafic d'influence. Le trafic d'influence, c'est quoi? C'est proposer ou accepter, que ce soit notre idée ou celle de l'autre, d'user d'une influence réelle ou supposée sur quelqu'un en vue d'obtenir une décision favorable d'un agent public. Donc là, on a bien un acteur public. Et c'est là où il faut qu'on regarde de manière très concrète qu'est-ce qu'on demande, quelle est la contrepartie et est-ce qu'on ne va pas trop loin.
Voilà. Et puis aussi, probablement, voilà, bien connaître les infractions qui sont liées au traitement de données, pour ne pas avoir voilà, pas faire de piratage, bien connaître les outils de veille et faire de la veille sur des outils qui sont ouverts. Voilà, il y a vraiment cette idée de connaître les réglementations, les principales réglementations, pour être du bon côté de la ligne, en tout cas surtout ne pas la franchir. Alors après, c'est une question d'interprétation aussi des magistrats. On parlait de l'affaire LVMH. Probablement, voilà, c'est encore une fois des gens qui sont présumés innocents. Mais il faut anticiper et il faut vraiment bien comprendre qu'une fois qu'on est parti d'une institution, eh bien, on peut profiter de toutes ces connaissances, mais il y a des informations avec les gens qui y sont encore qu'on ne va pas pouvoir échanger. Après, c'est difficile parce que le directeur sûreté, parfois, il est lui-même le réceptacle d'informations confidentielles. C'est ce que j'allais vous dire, bien évidemment. On parle de coopération de sécurité aujourd'hui, de continuum. Nous sommes de plus en plus dans l'échange d'informations. Donc, la limite est quand même... Et c'est là où il faut bien avoir conscience, à mon sens, qu'il y a des choses où, si on va trop loin, bah, on prendra probablement un risque. Et donc... soit on dit aux services de renseignement qui nous demanderaient, je ne sais pas moi, de poser telle ou telle caméra dans un bureau pour espionner un de nos salariés parce qu'on imagine qu'il est radicalisé, voilà. Je ne sais quoi. Eh bien, il y a des règles en interne à respecter. Le directeur sûreté, qu'il prenne la décision seul, moi j'aurais tendance à lui dire, non, vous associez votre hiérarchie, restez pas seul là-dedans. Après, c'est un risque qu'on prend, mais il faut pas se sentir non plus flatté d'avoir reçu une information confidentielle, se dire je vais servir la France. On est dans son rôle, il faut rester objectif, prendre du recul, rester dans son rôle d'acteur privé, dire ok, moi, c'est possible, mais avec l'accord de la direction, ce sera le risque du dirigeant. Et il faut qu'on voit est-ce que c'est possible ou pas avec nos outils, etc. Et c'est vrai que là, on peut se retrouver dans certaines difficultés. Alors, je pense un peu c'est un peu comme dans Bac Nord, finalement. Vous avez des policiers qui vont prendre des risques avec l'aval d'une hiérarchie, mais qui finalement ne dira rien. Et c'est ces policiers qui, derrière, vont assumer toute la responsabilité pénale. Bah, je crains que c'est ce qui puisse arriver à un directeur sécurité ou sûreté s'il ne respectait pas certaines règles. Il faut bien avoir conscience de ça. Et du coup, bah, voilà, rester... avec toute la méthode qu'on lui demande finalement et qu'il a souvent démontré dans le reste de ses fonctions. Mais cette objectivité, ce sang-froid, et essayer de se dire comment ça va se passer si ça se passe mal et qu'est-ce que je peux faire. C'est un peu Confucius qui a cette phrase qu'on donne souvent, mais celui dont la pensée ne va pas loin verra ses ennuis de près. Ben voilà, c'est une bonne manière à ce moment-là de se dire qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas, comme je le fais dans mes fonctions, et qu'est-ce qu'on peut mettre comme outil en face pour trouver une parade et faire en sorte que les choses soient légalement. Alors ça veut dire qu'il ne peut pas travailler tout seul, je pense que... Mais ça, c'est généralement des choses dont ils ont déjà conscience. Et puis, moi, j'y crois profondément. Travailler en silo aujourd'hui, c'est plus très efficace dans le monde dans lequel on vit. Et donc, le directeur sûreté, aujourd'hui, il faut qu'il travaille en bonne synergie avec le DRH, le directeur juridique, avec les opérationnels, avec les autres directions et qu'il soit central aussi près de la direction générale pour avoir cette vision transverse et agile qui lui permette vraiment de remplir pleinement ses fonctions et son rôle qui, à mon sens, est fondamental, mais dans le respect des règles et sans tomber dans des pièges qu'il mettrait finalement en grande difficulté tout seul. Il n'y a pas longtemps que les directeurs sûreté ont plus cette image d'anciens barbouzes, etc. Moi, je l'entends encore un peu chez certains de temps en temps. Non, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup. C'est plus du tout ça. C'est vraiment un business partner. C'est très intéressant. Ils ont c'est un partenaire de la stratégie des plus importants. Mais pour autant, il reste des pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber pour garder cette crédibilité. Et puis parce que aussi souvent, ils peuvent se retrouver eux-mêmes mis en défaut par la stratégie d'autres États ou d'entreprises concurrentes. Quand on pense à l'affaire Alstom avec Frédéric Pierucci, quand on pense à ce genre, à l'affaire Renault, en tout cas à l'affaire Carlos Ghosn, on sait bien que derrière, il y a aussi d'autres enjeux qui vont plus loin que celui du juge pénal en question ou de l'entreprise. Voilà. Écoutez, Caroline Dio, un grand merci à vous
pour tous ces bons conseils, cette vigilance que vous avez su apporter donc auprès de nos membres et partenaires. Je rappelle que vous êtes donc avocat associé chez Fidal et on vous revoit bientôt pour le Club Île-de-France. Merci, avec grand plaisir. Merci à vous.